Bonjour à toutes et à tous, bonjour Jean-Christophe, Bonjour Alain, bonjour. bonjour Franck. Bonjour Alain, bonjour à tout le monde. Pour notre quatrième rendez-vous en direct, nous vous proposons d'échanger pendant 30 minutes sur le thème de l'urbanisme et de l'habitat. Deux thèmes majeurs qui conditionnent l'aménagement des conditions du bien vivre à Pamiers. Je vous le rappelle, vous pouvez poser toutes vos questions. Nous y répondrons sans filtre. Et si toutes les réponses ne peuvent être apportées avant 19 heures, nous nous engageons à vous répondre par mail ou lors de nos rencontres à la permanence Place de la République. Aujourd'hui, je suis entouré de Jean-Christophe Side qui répondra à vos questions sur l'urbanisme et de Franck Toussaint sur l'habitat. Pour commencer, nous avons été très nombreux à être choqués par le reportage de TF1 intitulé Pamiers, la ville où tout s'effondre. Orchestré par l'équipe municipale, cette séquence présente notre commune sous un angle particulièrement délétère. Alors certes, la rénovation de l'habitat est un processus long et complexe qui mobilise de nombreux acteurs, mais sans une volonté politique forte, constante et déterminée, la ville continuera à s'effondrer et à brûler. Pour ma part, je me suis beaucoup investi d'abord sur le programme de la Villa Major, puis sur l'îlot Sainte-Claire, qui n'aurait jamais vu le jour sans mon engagement continu ainsi que celui de Jean-Christophe Side. Au total, ce sont plus de 60 logements modernes et attractifs qui accueillent et accueilleront demain de nouveaux habitants au cœur de ville. Alors oui, il est possible d'agir concrètement sur la réhabilitation de l'habitat. Mais cela exige du temps, de l'énergie et surtout une volonté politique sans relâche. Nous avons une première question concernant le projet de résidence senior service dont on parle depuis maintenant quasiment 4-5 ans. Alors ce projet qui était certes audacieux, sûrement trop audacieux, il faut être lucide aujourd'hui, ne verra jamais le jour dans sa forme actuelle. Pour une raison très simple, c'est que personne n'acceptera de louer un logement T1 ou T2 à 1200 euros par mois sur Pamiers. Ça existe dans d'autres communes, beaucoup plus attractives que la nôtre, et donc ce projet ne verra jamais le jour sous cette forme actuelle. Par contre, ce que nous portons, c'est un vrai projet de réhabilitation de l'ancien hôpital pour y construire, pour rénover plus exactement, une cinquantaine de logements qui permettront d'accueillir des familles, des personnes d'un certain âge, en tous les cas, créer une vraie attractivité dans la rénovation d'un bâtiment et non dans la démolition de ce bâtiment. Christian Christophe, une question sur à quoi sert le permis de louer. Alors le permis de louer, ça a pour vocation donc de permettre de contrôler les logements qui sont en location, qui sont mis à la location et donc d'essayer de préserver le locataire des problématiques de santé, des problématiques de danger qui pourraient survenir dans ce logement. Alors ce permis de louer, il a été mis en place par plusieurs communes, donc, et c'est la communauté commune qui l'a porté. Et pour ça, on a mis en place donc un dispositif avec des contrôles qui sont faits par des agents. Et ce qui aurait pu être perçu dès le départ comme une contrainte, au fur et à mesure de nos rencontres qu'on a eues pendant tout le mandat avec que ce soit les propriétaires, les locataires ou même les vendeurs de biens ou les entreprises, les agences immobilières, c'était donc, ça a été reconnu maintenant comme quelque chose qui était plutôt positif, comme une sorte de labellisation du logement et qui permet de dire que maintenant que le jour où il a été loué, il revêt en tout cas tous les critères pour un logement de bonne qualité. Voilà. Je crois qu'on peut préciser effectivement qu'il y a plusieurs propriétaires qui nous ont demandé d'étendre le permis de louer à des logements qui n'étaient pas inclus dans le périmètre. Tout ça parce qu'effectivement, c'est un label que certains propriétaires considèrent comme un label de qualité pour leur logement. Et je crois que c'est un point positif sur ce qui a été mis en place à la communauté des communes. Franck, une question qui revient un petit peu sur l'introduction que j'ai faite. Pourquoi plusieurs immeubles se sont effondrés à Pamiers? Parce que suite à la guerre en Ukraine, on a quelques missiles qui ont été plus loin que prévu. Et... Non, je rigole, mais non, c'est pas rigolo déjà. Pourquoi plusieurs immeubles se sont effondrés? En général, c'est surtout un manque d'entretien de la part des particuliers, mais en même temps des différents immeubles de la commune aussi. Hein. Donc il n'y a pas eu d'entretien ces dernières années, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est pour cela que depuis le 1er janvier 2026, l'État a mis en obligation de faire ce qu'on appelle des plans pluriannuels de travaux, donc des PPT obligatoires depuis le 1er janvier, ainsi qu'un DTG, donc c'est un diagnostic technique global au niveau des immeubles, alors qu'ils soient en copropriété ou non, mais ce qui va permettre de résoudre un petit peu tous ces problèmes de vétusté. Merci Franck. Alors, dans la dépêche, il est paru un article sur le bâtiment nommé 120 lits, il est à vendre. Une question que nous pose, c'est est-ce que vous savez ce que cela va devenir?
Alors, ce bâtiment qui est à vendre, qui appartient au Chiva, hein, d'abord, il faut le dire, il est à vendre depuis plusieurs années. Des projets avaient été portés par des porteurs de projets, notamment toulousains, sur la création de petits logements, des logements T1. Simplement, le PLU de Pamiers, aujourd'hui, ne permet pas de trouver une destination à cet immeuble. Et je crois que la première chose pour que cet immeuble puisse vivre ou être rénové, c'est d'abord de modifier le PLU. Mais là, il y a une opposition municipale forte pour empêcher la construction de ce bâtiment. Donc ce bâtiment, je pense qu'il ne se vendra pas dans la situation actuelle, parce que sans savoir ce qu'on peut faire d'un immeuble, ben, personne ne va acheter cet immeuble. Jean-Christophe, une question pratique d'un habitant de Pamiers. J'ai fait une demande pour changer mes anciennes fenêtres par des menuiseries PVC et ça a été refusé. Pourquoi? Alors, c'est une logique en fait nationale avec donc on parle de PLU, on parlera tout à l'heure peut-être de PLUI, mais donc la doctrine nationale avec les ABF, c'est-à-dire les architectes des bâtiments de France, vise à préserver dans les endroits patrimoniaux, dont les centres-villes et les cœurs de ville, l'aspect de toutes les habitations. Et en l'occurrence, enfin, il y a eu une gestation assez longue sur Pamiers du dispositif donc de réglementation urbanistique, donc du PLU qui a été engagé en 2009 et qui a été finalisé en 2023 et c'est rajouté à ça en plus à Pamiers une logique donc de préservation patrimoniale avec un dispositif particulier qui s'appelle la VAP, valorisation du patrimoine donc pour la valorisation du patrimoine. Et c'est vrai que on est allé peut-être on a poussé le curseur en termes de préservation du patrimoine un peu loin. Après la règle nationale existe, on n'est pas obligé, je dirais, de l'appliquer au stricto sensus, au pied de la lettre. Et peut-être qu'aujourd'hui, enfin en tout cas la logique qu'on propose, nous, c'est peut-être un travail d'accompagnement des propriétaires qui veulent mettre en place, donc modifier leurs fenêtres ou mettre en place, donc aménager leur logement, être plus proche d'eux, les accompagner, avoir un travail de proximité pour éviter justement qu'ils n'arrivent pas dans un mur avec un refus direct, mais plutôt donc accompagner leur travail et donc accompagner la mise en place du dossier. Et enfin, PVC, alu ou bois, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a moyen de faire des choses avec des coloris qui permettent pas de distinguer les choses si c'est le matériel. Donc voilà, c'est un travail. Je veux dire, ce qui est important pour nous, c'est accompagner le mieux possible les personnes qui vont faire cette demande, PVC ou autre chose. Je mets au défi tout le monde de savoir ce que la différence entre du PVC, du bois ou de l'alu. Voilà. Donc, ouais, je pense que c'est une question. Il va falloir. Très bien. Ouais. C'est pour Ben, toi, voilà, Franck. ben, Voilà, ça va. qu'est-ce qu'on va faire pour changer l'habitat à Pamiers? Et notamment le PVC, si je rebondis sur la question précédente. Mais donc, ben, déjà, je pense qu'il va falloir créer un accueil, une discussion, enfin, éviter des refus d'entrée et donc créer quelque chose, une dynamique tout autour de ça. Donc, comprendre les problèmes, trouver des solutions. Et puis, mais c'est surtout, voilà, avoir un échange et apporter, je sais pas, des compétences au service du citoyen, parce que c'est assez difficile pour exprimer un petit peu tous ces problèmes, trouver des gens, trouver un interlocuteur, discuter, etc., etc. Donc je pense qu'il va falloir mettre un bureau bien spécifique pour toute cette gestion de bâtiments sur Pamiers. Une question concernant les immeubles HLM en centre-ville. Est-ce qu'il va y en avoir encore d'autres? Jean-Christophe. Alors enfin, cette question elle me paraît un peu, enfin, tendancieuse. Pour moi, en tout cas, enfin, il n'y a pas de problème de logement HLM. Et c'est le bailleur social aujourd'hui. La réalité, c'est que 80% de la population peut prétendre un logement social. Donc à Pamiers ou ailleurs en France, c'est une réalité. Donc moi, je vois plutôt une opportunité parce qu'on se rend compte dans les projets qu'on a menés avec la CCPAP, donc soit Sainte-Claire ou d'autres projets, s'il n'y avait pas des bailleurs sociaux, il n'y avait personne pour prêter, pour porter ce projet, quoi. Des bailleurs, ou en tout cas, non, je veux dire des personnes, en tout cas des promoteurs philanthropes, on n'a pas beaucoup sur Pamiers, donc c'était important qu'on ait ces bailleurs sociaux. Maintenant, le travail qui doit être fait aujourd'hui, et qui n'a pas forcément été fait auprès de ces bailleurs sociaux, et notamment je pense à l'OPHLM, puisqu'on est tous deux administrateurs, c'est qu'il faut travailler sur les critères. Pour la population, il faut mettre plus de mixité sur les logements sociaux, et je pense que là-dessus, on n'a pas fait assez, et il faut qu'on aille plus loin, accepter que donc on intervienne sur la critérisation et donc l'attribution de ces logements.
je dirais quand même en complément, on a beaucoup accompagné au niveau de la communauté des communes un projet d'habitat inclusif qui permet à 5 personnes en situation d'autisme et puis 5 personnes en situation âgée avec des revenus faibles d'avoir trouvé une solution d'habitat à proximité du centre-ville, juste derrière le stade Maniangounette. Donc ces opérations HLM, elles sont nécessaires si demain on veut retrouver de l'habitat normal, je dirais, à Pamiers, ni plus ni moins. Question Franck qui rebondit un petit peu sur les effondrements. Pourquoi autant d'immeubles ont brûlé à Pamiers? Ouais. Et donc, du coup, pourquoi? 80% des immeubles, les incendies sont dus à 80% à peu près à cause de l'électricité. La vétusté, c'est une chose, mais l'électricité, c'en est une autre. Et donc, du coup, je rebondis sur le permis de louer ou sur toutes ces autorisations qu'on met pour louer les biens, les diagnostics immobiliers également. Ça permet justement d'éliminer un petit peu tous ces immeubles vétustes. Mais en soi, je pense que il y a un gros manque d'entretien, donc il va falloir intervenir sur ce genre de choses. Au même titre que le permis de louer, tout récemment, il y a un immeuble qui a brûlé à Pamiers. Alors, c'était pas dû à l'électricité, hein, un squat, je crois, A priori, c'était un squat qui a mal tourné et qui n'aurait pas dû être là ou qui aurait dû être accompagné peut-être. qui avait été signalé. Qui avait été signalé par les services et puis après il s'est perdu dans les méandres administratifs. Une question sur ma prime rénov, parce que c'est vrai que c'est un dispositif qui subit des affres à monter en descente, finalement on n'y comprend plus grand-chose. Et comment allez-vous accompagner les rénovations thermiques et autres sur le territoire apaméen? Alors c'est sûr que aujourd'hui, même si le budget national a été voté et qu'on aura peut-être plus de clarté sur l'enveloppe qui est attribuée à la MaPriRénov', ça reste quand même quelque chose de très compliqué et j'aurais du mal à dire comment fonctionne aujourd'hui MaPrimeRénov'. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on a un service à la communauté commune qui a travaillé pendant tout le mandat pour accompagner, comme je le disais tout à l'heure, les propriétaires ou les gens qui veulent modifier leur logement. Et donc, que ce soit sur deux thématiques. Donc, l'adaptabilité. On sait que enfin, dans les 20 prochaines années, on va doubler la population des plus de 60 ans en Ariège. Donc, c'est un enjeu important. Et donc, la question aussi de tout ce qui est énergétique. Et là encore, on a mis en place des dispositifs et un accompagnement spécifique sur le territoire de la CCPAP et donc précisément à Pamiers sur justement les équipements. Donc, on parlait tout à l'heure de ce qui est les ouvertures, les fenêtres et tout ça, mais aussi l'isolation des murs et tout ça. Tout ça est financé. Il y a donc un dispositif national, c'est l'Agence nationale de l'habitat qui est le principal financeur. Donc maintenant, les crédits sont ouverts, donc ils vont pouvoir réouvrir la plateforme. Mais après, localement, la communauté commune aide et les collectivités aident, le département aussi. Donc voilà, il faut aller localement, je dirais, au guichet de la communauté commune pour avoir ces informations. Et on fait aussi ponctuellement, 2 fois par an, un café de la rénovation où on vient donc en direct au contact des gens. Et c'est vraiment l'enjeu enfin, pour nous, c'est l'enjeu, c'est venir au contact des gens, venir les accompagner parce que dans la complexité de tous ces dispositifs, c'est important d'être en lien et pas simplement faire des dossiers ou répondre comme un guichet, oui ou non, votre dossier est rejeté ou pas. Alors, je crois qu'il faut vraiment insister sur le fait que la communauté des communes, depuis 6 ans, elle a beaucoup accompagné les propriétaires privés. Non seulement un accompagnement financier, mais aussi un accompagnement technique, un accompagnement administratif, parce qu'effectivement, la complexité des dossiers, notamment de MaPriRénov' et d'autres, est telle que je dirais, l'usager a du mal à se retrouver dans ces formulaires très, très difficiles à mettre en œuvre. Donc, on l'a mis en place et je peux vous assurer qu'on le continuera dans le mandat suivant. Une question qui s'adresse à la fois à Jean-Christophe et à moi. Nous sommes tous les deux membres de l'OPH CLM de l'Ariège. Et la question c'est pourquoi n'avez-vous rien fait pour la rénovation des immeubles du Pont-Neuf? Alors, d'abord, je voudrais quand même préciser que l'OPH de l'Ariège, il gère à peu près 3000 logements sur le département. Il y en a un bon nombre qui sont à Pamiers. Et il y a eu une première opération qui est la démolition de la barre sur la Gloriette. C'est environ 80 logements qui ont été partiellement reconstruits, qui sont en cours de reconstruction pour avoir des logements modernes, des logements confortables, des logements économiques en termes thermiques. Donc il y a eu cette première opération. Il y a une deuxième opération qui est quasiment finalisée. Il reste des aménagements extérieurs sur la Gloriette, ce qu'on appelle la Gloriette du Haut, les 5 plots concernés, sur lequel l'OPH a investi, parce qu'on a beaucoup insisté avec Jean-Christophe, plus de 6 millions d'euros sur la rénovation de ces 80 logements.
Donc, euh, la prochaine étape, et on a beaucoup œuvré pour ça, c'est effectivement la rénovation des 200 logements du Pont-Neuf, qui sont des logements qui avaient été mis en place à l'époque de M. Bareil, et qui, demain, doivent trouver effectivement une réhabilitation à la fois structurelle, à la fois intérieure, à la fois en termes d'isolation thermique. Et donc, ce projet, on s'engage à le mettre en place. Nous avons d'ores et déjà l'accord de l'OPH pour engager les travaux sur la période 2027-2029. C'est quand même un projet très important à la fois pour la commune et à la fois pour l'OPH de l'Ariège. Mais encore une fois, sur ces types de dossiers, on n'est pas seul décisionnaire. Donc c'est clair qu'on ne peut pas, comme ça, dire on va faire et on ne fait que par soi-même et on le fait tout seul. Ou prendre des décisions tout seul. On est obligé de travailler en collaboration. Et en l'occurrence, je pense qu'on a montré avec l'OPH sur l'opération Gloriette qu'on avait fait du travail collectif et avec Aloja, l'autre opérateur au doigt, avec les logements inclusifs, on a montré aussi que à plusieurs, on va plus loin, quoi. Juste préciser que là aussi, la communauté des communes que je préside, elle cofinance une partie des constructions de logements, des rénovations de logements, ce que ne fait pas aujourd'hui la mairie, alors que d'autres communes le font en complément de ce qui peut être fait par l'intercommunalité. Une question sur les travaux de l'îlot Sainte-Claire, quand est-ce qu'ils seront terminés, Jean-Christophe? Alors, je vais revenir parce que c'est une question qui, au niveau des conseils municipaux, a été un peu difficile je dirais, à avaler parce qu'on a été sur l'intégralité du mandat quasiment associé au truc et au dossier. Et sur le dossier Sainte-Claire, en l'occurrence, moi, j'étais un peu écarté. Je l'ai évoqué plusieurs fois en conseil municipal et je suis encore un peu en travers, je dois dire. Maintenant, on a quand même, heureusement, on a des techniciens qui sont consciencieux, qui nous tiennent au courant. Et de ce que j'en sais, donc le dossier a été déposé, donc le permis de construire a été déposé en fin d'année 2025. C'est l'opérateur, donc c'est un opérateur bailleur public, encore une fois. Hein. Si on n'a pas ces opérateurs-là pour faire ces opérations, c'est difficile de sortir des opérations purement privées. Donc voilà, cet opérateur, c'est Aloja, donc opérateur bailleur de l'Aude. Il va engager donc le permis. Il y a une phase de consultation des différents dispositifs réglementaires. L'État et les autres autorités vont digérer ce dossier et en fonction de ça, vraisemblablement dans le milieu de l'année 2026, les travaux vont être engagés et logiquement, si tout va bien, fin 2027, début 2028, ce projet devrait être inauguré. Très bien. Alors, question très pratique. On me refuse la déclaration d'achèvement de travaux parce que l'atteinte n'est pas tout à fait la même que celle prévue au permis. Jean-Christophe. Alors, décidément, il faut pas faire il faut mettre des murs sans fenêtre, comme ça il n'y aura pas de problème d'urbanisme. Donc non, je rigole. Sur l'atteinte là encore, on revient à l'histoire du PVC, on revient à l'histoire à d'autres éléments qu'on a évoqués plus en avant. Voilà, il faut être plutôt dans l'accompagnement en amont. Voir ces risques-là, rappeler, accompagner les gens, les jours où il y a les chantiers, venir voir peut-être, c'est plus simple d'aller auprès de l'entreprise pour dire voilà pourquoi vous avez fait ça, pourquoi cette couleur-là alors qu'on avait évoqué ça. Enfin voilà, essayer au maximum en amont de venir prévenir ces problématiques, sachant qu'après la réalité, pour quelques tonnes de couleurs, il n'y a pas de réel enjeu. Donc, on est plus, je pense, tu peux en parler Alain, on est favorable là-dessus à être plus bienveillant et accompagnant que plutôt être dans l'aspect simplement réglementaire et le couperet tombe. Voilà. Ouais, bon, je l'avais évoqué en conseil municipal, c'est pas parce qu'on a une teinte beige clair et puis au lieu de s'appeler crème claire que ça change grand-chose. Il faut faire preuve de discernement dans la délivrance des autorisations de conformité des travaux. Une question importante, j'ai vu sur votre site que la mairie payait 2000 € par mois pour un local vide, en l'occurrence le local des anciens magasins de La Roque. C'est scandaleux. Alors oui, c'est tout à fait scandaleux. Ce projet avait été engagé sous la mandature précédente. Il était nécessaire pour engager les premières rénovations de logements sur Pamiers. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui est scandaleux, c'est de n'avoir rien fait pendant 6 ans, d'avoir gardé un local de 480 mètres carrés pour être précis, dans lequel il ne se passe rien.
et qu'il faut absolument faire vivre, alors soit par la mise en place d'associations, soit par la mise en place de structures commerciales, mais de toute façon, il faut absolument remettre de la lumière, pour dire des choses très simplement, remettre de la lumière dans le magasin de La Roque. Un magasin de 480 mètres carrés en centre-ville, il doit trouver une utilité et pas continuer à payer 2000 euros par mois pendant encore plus de 10 ans sur quelque chose qui ne servira à rien, ça n'a aucun sens. Donc nous nous engageons à faire du magasin de La Roque une vraie utilité. Alors nous avons une question. Pourquoi est-ce que les dossiers sont compliqués à obtenir au service urbanisme? On doit faire appel à un architecte pour monter un mur de clôture. C'est toujours aussi compliqué. Christophe. Ah, c'est encore Ouais, la réception, hein, la réception à la mairie, d'où l'utilité d'avoir un bureau qui communique et qui accompagne. Enfin, moi, l'accompagnement, c'est le maître mot, quoi. je pense que ce qui est important, c'est encore une fois redonner un cadre. Enfin, l'idée, c'est pas de pointer du doigt un agent ou de pointer une personne spécifiquement. L'idée, c'est voilà, une méthode. La méthode qu'on promeut aujourd'hui, c'est plutôt une méthode d'accompagnement. Après, il y a l'aspect aussi réglementaire. Si, enfin, je veux dire, si on fait une maison qui ne correspond pas du tout ou si on ne respecte pas totalement l'esprit de ce qui est convenu, il faut être dans la sanction. Le moins possible et pour y être le moins possible c'est accompagner en amont et enfin voilà ce qu'on vient de dire, avoir un guichet comme on le fait à la communauté commune, avoir des agents qui soient bienveillants, qui soient accompagnants et voilà et pas sanctionnants et pas être donc dans la police derrière. C'est pas sur cet aspect-là urbanistique, c'est pas la logique d'être dans la police mais plutôt dans l'accompagnement, quoi. Comme sur beaucoup de sujets, je pense que l'anticipation, l'accompagnement des citoyens va permettre de résoudre 90% des problèmes. Alors il y aura peut-être toujours quelques sujets difficiles à traiter, parce qu'il faut effectivement respecter les règles qu'on s'est établies, mais on peut trouver, avec un peu de bonne volonté, de bonnes solutions. Franck, une bonne question, est-ce qu'on peut aller à la médiathèque sans crainte? Sans crainte. Et oui, mais ben, là, le sujet est très vaste aussi, hein, donc enfin, il n'y a que des problèmes, en fin de compte. Hein, On donc, a trouvé les solutions. et le but, c'est de trouver des solutions, effectivement. La problématique de la médiathèque, c'est qu'à la base, c'est un bâtiment d'habitation. Et donc, du coup, maintenant, c'est un bâtiment qui reçoit du public. Et là, au niveau des normes, on parlait des normes tout à l'heure, je crois que c'est le plus compliqué. Hein. Le RP, c'est monstrueux. Donc, je pense que, bon, je ne connais pas plus le dossier que ça, mais je pense qu'il faut faire un audit. Il faut vraiment voilà, prendre le problème de A, le monter jusqu'en haut et trouver la solution derrière. Quitte à le refaire passer en maison d'habitation, redéménager la médiathèque. Enfin, il y a plein de solutions possibles, mais je pense qu'il faut faire un audit déjà au départ parce que voilà, enfin, pour moi, c'est l'essentiel. Ouais, enfin, je pense que l'audit il doit porter sur deux choses, à la fois sur la capacité structurelle du bâtiment à supporter une médiathèque, qui est un bâtiment qui pèse lourd, et ensuite un audit sur la fonctionnalité de ce bâtiment qui est composé de plein de demi-niveaux, qui en termes d'accessibilité notamment, en termes de contrôle et d'opérationnalité des agents, est quand même un vrai sujet. Et, bon, et de modernisme. Et de modernité. Parce que, voilà. Et aussi un sujet récurrent, c'est les parkings. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les gens préfèrent aller à Saint-Jean-du-Falga pour aller chercher les livres, sachant qu'aujourd'hui, la communauté de communes porte l'ensemble des médiathèques, donc ils peuvent commander à Pamiers, et ils préfèrent aller le chercher à Saint-Jean-du-Falga plutôt que d'aller à la médiathèque de Pamiers. C'est quand même un petit peu dommage, moi, il me semble. Une question très ouverte. Je n'ai rien trouvé dans votre programme comme grand projet d'aménagement. Alors effectivement, nous n'avons inscrit aucun projet important, pharaonique, je dirais même, d'aménagement sur Pamiers, parce que je crois qu'aujourd'hui, l'essentiel de notre projet, c'est d'abord de s'attaquer à la rénovation de la voirie. On l'a déjà dit auparavant, on envisage de mettre plus de 2 millions d'euros, c'est-à-dire un gros tiers de l'investissement municipal sur la voirie. Et effectivement, quand on choisit d'investir dans un domaine, on ne peut pas investir dans un autre. Donc, je crois que les grands projets qu'on a vécus sous cette mandature, c'est fini. Il faut passer à des choses beaucoup plus pratiques, beaucoup plus terre à terre, qui seront utiles pour l'ensemble des Pamiers. Jean-Christophe, les logements loués en Airbnb ne sont pas contrôlés. Pourquoi? Alors, c'est une problématique, enfin là pour le coup, moi je l'ai abordé sur l'aspect logement et urbanistique, puisque après c'est une politique, ça peut être intéressant, les Airbnb, point de vue touristique, point de vue aussi, il faut voir, il y a une autre problématique aussi, c'est l'aspect fiscal, parce qu'effectivement ça peut détourner aussi le logement, donc voilà, ça j'aborderai moi juste l'aspect purement
urbain et manque de logement. Ça peut être vu comme ça aussi, un problème de logement qui est. On a vu tout à l'heure que c'était difficile d'aménager les logements, de réhabiliter les logements. Et du coup, certains propriétaires se disent que c'est peut-être plus facile de faire un Airbnb ou en tout cas, on est moins soumis à des contraintes. C'est faux, hein. Concrètement, l'Airbnb, c'est soumis à des déclarations. Donc, il faut que là-dessus, on fasse le listing et qu'on répertorie l'ensemble de ces logements. Et comme les autres, donc, ils ont des obligations de mettre en place donc, des logements, je dirais, de bonnes mesures, de bonne nature, avec tout ce qu'il faut en termes de sécurité pour la santé et pour la protection des personnes qui vont y être. Donc voilà, l'Airbnb, il faut qu'on fasse, il y a un travail de listing à faire sur tout ce qu'il y a dans Pamiers, quoi. Ok. Est-ce que, une question importante pour les Apamiers, est-ce que vous allez baisser la taxe foncière qui est très élevée à Pamiers? Alors je vous dirais, je voudrais bien. Malheureusement, je crains que les finances de la collectivité, de la commune, ne soient pas suffisantes pour envisager cette baisse. Si à l'avenir les finances de la commune s'amélioraient, ce que l'on espère, on pourra envisager une baisse. Mais en l'état actuel, il faut être très honnête, très clair sur le sujet. Il n'est pas possible, il n'est pas envisageable de mettre en place une baisse de la taxe foncière à minima pour l'année 2026 et 2027. Ensuite, quand nous serons aux commandes de la mairie, nous pourrons voir s'il y a une capacité à faire quelque chose. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que nous l'avons écrit dans notre programme et on s'y engage fermement, il n'y aura pas d'augmentation de la taxe foncière. Toujours en parlant de taxes, pourquoi avoir institué la taxe sur le logement vacant? Pour éviter d'augmenter la taxe foncière. Donc, du coup, il va falloir gagner un peu d'argent quand même. Et donc, le fait d'envisager, alors c'est national en même temps, hein, la taxe des, hein, c'est pas typique à Pamiers, hein, en fin de compte, c'est national. Et donc, pour éviter d'avoir des immeubles qui s'effondrent, des immeubles qui prennent feu, il va falloir effectivement il va falloir faire de la rénovation inciter les gens à faire de la rénovation au niveau des immeubles qui sont très anciens ou très vétustes. Du coup, cette taxe, elle va permettre aux gens ou de les inciter à faire de la rénovation, ou alors de les inciter à vendre tout simplement pour que des investisseurs puissent refaire des programmes neufs et donc améliorer l'habitat à Pamiers. Après, juste sur cette taxe de logement vacant, le problème, on se rend compte que il y a les logements, les propriétaires, hein, comme ils ont, que le coût des travaux sont plus importants que le coût de la réhabilitation est plus important, est trop important. En fait, ils peuvent ne pas être taxés ne pas subir Ouais. cette taxe. Donc là, je pense qu'il va falloir aller plus loin il faut qu'on aille plus loin dans le dispositif et donc être un peu plus précis dans le fonctionnement de cette taxe et ce qui n'a pas été fait au jour d'aujourd'hui. Il va falloir se déplacer, aller voir et puis voilà, faire un audit encore une fois, hein. Ouais. Alors, je le rappelle, il y a quand même plus de 1000 logements vacants sur Pamiers, ce qui est quand même un enjeu de réhabilitation du centre-ville, non seulement du centre-ville, mais de l'ensemble de la commune, parce qu'on est, je dirais, taxé par ce qu'on appelle la trajectoire ZAN, hein, c'est le zéro artificialisation nette, qui demain ne permettra plus la construction de logements en périphérie des communes. Donc il faut absolument se réapproprier au niveau communal, au niveau même de l'habitat privé, les logements qui sont aujourd'hui vacants. Une question sur est-ce que vous avez envisagé d'acheter tous les logements anciens, tous les immeubles anciens? Non, c'est pas. Enfin, il est clair qu'on n'a pas les moyens financiers de la commune ne sont pas forcément hyper contraints, donc on n'achètera pas tous les logements qui sont anciens dans la commune, c'est clair. Surtout les 1000 qui sont vacants. Par contre, juste pour préciser, depuis le début du mandat, c'est pas en fait la commune qui achète les logements, c'est l'EPF, c'est-à-dire Établissement public foncier d'Occitanie. C'est un établissement donc national qui donc a pour vocation d'acheter ce logement pour le compte des communes qui le demandent. C'est une convention tripartite avec les communautés communes. Et c'est ce qui s'est passé ici sur Pamiers. Il y a plusieurs logements qui ont été donc achetés par cette EPF. Par contre, ce qui n'a pas été fait, ce qu'il faut absolument faire et qu'on s'engage à faire, c'est mettre en place des programmes sur ces immeubles qui ont été achetés. Donc, comme je dis, donc on ne rachètera pas tous les logements insalubres de Pamiers, mais en tout cas sur ceux qu'on est déjà, sur ceux sur lesquels on a la main, il faut qu'on fasse absolument et très rapidement des propositions d'aménagement. Et voilà, c'est ce qui n'a pas avancé depuis les 2 dernières années, quoi. Alors nous avons une question de Lucille. Est-ce que vous envisagez de faire une zone cyclable sur toute la zone industrielle?
Bah, écoutez, j'étais pas plus tard que cet après-midi en commission avec à la fois la DDT, la préfecture et tous les services concernés parce que, effectivement, la communauté de communes porte un projet de rénovation de l'avenue de la Rijole, un projet important, puisque c'est un projet à 3 millions d'euros, sur une zone qui a été créée il y a 50 ans et qui aujourd'hui a besoin de se désimperméabiliser, de se moderniser, de se rafraîchir. Donc, la première étape, c'est d'abord l'avenue de la Rijole, qui est quand même l'avenue principale, l'avenue traversante. Il y a quasiment plus de 8000 voitures qui passent sur cette route tous les jours. Donc, c'est là où il faut qu'on sécurise en premier la piste cyclable. Ensuite, on verra quand on aura fini ce programme qui va durer 3 ans. On verra si on peut faire toute la zone industrielle. Ça paraît peut-être un peu ambitieux, mais en tous les cas, on voit bien que sur les voies secondaires, c'est quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus sécure d'être en vélo. Mais par contre, l'avenue de la Rijole, elle est beaucoup trop dangereuse. J'en discute souvent avec des salariés de la zone, puisque je suis très implanté dans cette zone, et que personne n'envisage d'aller en vélo sur cette zone, tellement elle est dangereuse. Nous sommes arrivés au terme des 30 minutes. Alors, je dirais une petite conclusion rapide. L'aménagement urbain est au cœur du bien vivre dans une commune. Il ne s'improvise pas. Il suppose une vision claire, du courage politique et une capacité à penser le territoire sur le long terme, loin des décisions opportunistes et des réponses à courte vue. Les questions que vous avez posées mettent en lumière une réalité que chacun peut constater. Le service urbanisme de Pamiers doit profondément être transformé. Trop longtemps, il s'est enfermé dans une logique purement réglementaire, parfois déconnectée des réalités humaines et territoriales. Cette situation n'est plus acceptable. L'urbanisme doit redevenir un outil d'accompagnement, d'écoute, de compréhension des projets et non un simple guichet de refus. C'est précisément le sens de l'évolution que nous portons à travers le plan local d'urbanisme intercommunal. L'aménagement ne peut plus être pensé commune par commune au gré des pressions et des habitudes. Il doit s'organiser à l'échelle du bassin de vie cohérent, avec une vision partagée, assumée et structurante pour l'avenir de notre territoire. Les droits de propriété sont et resteront un principe fondamental de notre République. Mais s'y retrancher pour justifier l'inaction face à l'habitat dégradé serait une faute politique. À Pamiers, il existe des solutions concrètes pour reconstruire et réhabiliter. Encore faut-il avoir la volonté de les activer. C'est ce que nous avons fait en lançant avec la communauté de communes l'opération de réhabilitation Erachi-Tirori. Derrière cet acronyme technocratique se trouvent les moyens financiers majeurs, indispensables pour rénover là où sans intervention publique, rien ne se fera. Alors oui, il est possible de développer un habitat moderne, fonctionnel et digne à Pamiers. Mais cela ne se fera ni par l'immobilisme, ni par les demi-mesures. Cela exige une ambition clairement affirmée, des choix assumés et une volonté politique forte. C'est cette direction que nous avons choisi de prendre. Vous l'avez compris, notre engagement en matière d'urbanisme et d'habitat sera constant et sans faille pendant tout le mandat. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble de nos 38 engagements sur notre site rocher2026.fr. Merci Jean-Christophe, merci Franck, merci à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain live, mercredi 11 février à 18h30, sur les thèmes de l'animation et de la vie publique. Vous pouvez aussi nous retrouver dès demain en réunion à notre permanence sur l'ensemble des thèmes que nous avons abordés lors des 2 derniers lives. Bonsoir à tous. Au revoir.